Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Et qu'est-ce que le Monday Meeting ? Tout simplement la réunion d'amis entrepreneurs qui décident de parler de leur parcours et de leur quotidien, dans leurs aventures, dans l'entrepreneuriat et autres. Je suis en compagnie de mes deux fidèles comparses et j'ai nommé Félix. Ouais. Comment vas-tu ? Impeccable, frérot. Et Sergio. Donc en fait, chaque fois tu vas faire la même chose. C'est au début, toujours, c'est ça. c'est toujours, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment la présentation. On repositionne le socle, on repositionne les bases avant d'introduire celui qui doit être introduit ou celle qui doit être introduite. Et aujourd'hui, c'est celui. Car on est en présence d'un invité de marque et j'ai nommé Bakary Seck. Comment vas-tu ? Et bien ou quoi les frérots? Ça va, impeccable. Quelle entrée en matière. Quelle voix. Moi, tu sais, j'ai toujours eu une voix grave. Et elle a souvent été inspirée par des personnes. La première personne, ça a été DMX, un célèbre rappeur outre-Atlantique. Et le deuxième, c'est Bakary Seck. Parce que c'est un entrepreneur qui va nous expliquer son parcours. Mais en premier lieu, c'est un grand frère que je connais depuis déjà trop longtemps. Et on va pouvoir Il est né ici. T'as quelque chose à dire? On peut se calmer, s'il vous plaît. Et on va pouvoir entendre la voix grave de Bakary pendant, j'allais dire pendant 2 heures, mais on va calmer mes ardeurs pendant plus d'1 heure, je l'espère. Tu vas voir, c'est un mec qui aime bien négocier tout ce qu'il a en tête, tu vois. Il va essayer de placer ses trucs. Hein. Je connais l'animal. Ok. Bakary, Ça me bienvenue. dérange pas. Moi, j'aime bien. bienvenue Bakary. Merci pour l'invitation, les gars. Dans ce Monday Meeting. Écoute, on a démarré ce podcast il y a quelques temps déjà. Et on a traversé plusieurs épisodes où on expliquait un petit peu notre démarche, de quoi c'est parti, la fibre entrepreneuriale. Chacun a donné un petit peu son parcours, le point de départ. Et puis ensuite, on a digressé sur différents sujets qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur. Les risques, la valeur, comment tu fixes ta valeur et autres. Bref, on a fait pas mal d'épisodes. Et on s'est dit que ce serait bien d'inviter des entrepreneurs qu'on a dans notre entourage et puis pour les passer à la moulinette, tout simplement. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que finalement, on se connaît très bien, mais on ne connaît pas forcément nos activités entrepreneuriales. Et j'aimerais bien que tu nous partages ce parcours-là. Comment ça a démarré, qu'est-ce qui a nourri cette fibre et comment tu l'entretiens au quotidien, parce que j'ai l'impression que non seulement tu es entrepreneur, mais en plus t'as peur de rien parce que tu enchaînes, t'es un serial entrepreneur. Donc, je dirais pas que je suis un serial entrepreneur. En tout cas, c'est vrai que c'est un domaine qui m'anime, qui me passionne vraiment. De là où c'est parti, franchement, je pourrais même pas te dire. J'ai toujours eu envie de tout arracher. Le mot est lâché. Voilà. De tout arracher. La parole est libre ici. Non, vraiment, c'est depuis tout petit. Après, j'ai eu pour commencer, mon père, il était c'était un universitaire. Donc, lui, les études, la valeur du travail par les études, c'est lui qui me l'a un peu inculqué. Bon, pour la petite histoire, j'ai 40 ans. Je suis chef de tribu, on va dire ça comme ça. Ouais. Et j'ai 3 petits frères. Voilà. Donc depuis tout petit, je suis l'aîné, j'ai eu cette charge et le padré est parti déjà assez tôt. Et j'ai toujours voulu faire ce qui me plaisait en fait. Et je suis un communicant. J'aime bien échanger, parler avec les gens. Et c'est vrai que, n'ayant grandi pas avec des grands moyens, forcément, on a toujours eu envie, cette volonté d'atteindre des steps toujours plus, toujours plus haut, quoi. On voulait être indépendant financièrement. On a eu quelques déboires quand on était jeune avec la famille et tout. Donc, du coup, il y avait cette volonté de sortir de ce carcan pas de la pauvreté, mais de sortir de sa condition. Sortir de la condition. Voilà. Ouais. Alors, j'étais pas dans une mauvaise condition. Mon père était universitaire, ma mère était secrétaire médicale. Ouais. Mais c'est vrai que la valeur du travail, c'est mon père qui me l'a donné.
Et donc, du coup, très jeune, 16 ans, 17 ans, on est parti travailler, essayer de chercher des petits boulots, aller au marché d'Antony, parce que c'est là où on a grandi dès le matin pour demander du travail. Et tout en continuant les études, et puis ce qui m'a mené vraiment aux études commerciales, quoi. Donc, du coup, on a fait nos preuves au niveau des études. J'ai fait une école de commerce. Ouais. Le SCP, c'est vrai que c'est une bonne base pour rencontrer, tisser le réseau et avoir cette valeur un peu travail. Et en parallèle, on s'exerçait à faire deux, trois petits business comme ça. Quand tu dis on, c'est toi, tes frères. C'est ou... ça. Ok. C'est ça. Ok. J'ai la première boîte que j'ai montée, c'est avec mon petit frère. C'était une boîte d'événementiel, Papsec, et on faisait des soirées. Ouais. On était dans le monde de la ça nuit date un de petit quand, ça peu. C'était 2008. ouais, c'est ça. Hein. B2M. B2M. Pour la nommer. Ici, on nomme tout, c'est du Ouais, name dropping. mais permanent. c'est ça, prod, c'est ouais. important. Et comme moi, je ne connais pas tout le parcours, C'est on ça, se c'est connaît ça. bien, mais voilà, on a. Et en aussi- fait, ça, c'était 2008, mais moi, j'ai commencé mes premières soirées péniches, j'avais 16 ans. 17 ans. Ok. La première soirée péniche où, d'ailleurs, Mamadou Sek et Gaël se sont infiltrés en douce parce que je leur avais interdit de venir. J'avais 17 ans. Donc, j'avais loué une péniche. Et j'avais fait une petite soirée comme ça. Donc là, quand t'as loué la péniche, c'était quoi le but? Bon, c'était vraiment, déjà, j'aimais le monde de la nuit, j'aimais la musique. Ouais. Et c'était aussi allier l'utile à l'agréable. Donc, Pouvoir la rentabiliser. pouvoir la rentabiliser en faisant ce qui me plaisait. Ok. Donc, on a fait ça 2-3 fois. Et après, bon, je me suis centré sur les études. Et après, quand Mamadou Sek et Mario, à l'époque, Mario Frixino, ils travaillaient ils étaient serveurs dans un bar. Et bon, moi, j'avais un peu de fonds. Et on s'est associés pour faire des soirées. On en a fait 3-4. Ça, c'était en parallèle de tes études. Toujours. Ouais. J'ai Parce jamais que- lâché les études. Parce que pour toi, c'était les études, c'était une base sur lesquelles tu allais t'appuyer dans ta vie, et c'était impossible de sortir de ce schéma des études. Bah, avec un père qui avait deux T'as pas thèses, laissé le choix, en fait. 2 thèses, 3 doctorats, qui était prof de droit. Tu n'avais pas trop la possibilité de dire que tu voulais être artiste, quoi. Le décor était posé. Le décor était posé, il est sorti du pays grâce aux études. Donc, Ouais. comme beaucoup d'anciens Africains qui sont venus en France, les études, c'était la clé, en fait. Ouais. Donc, tu pouvais pas... on n'avait pas d'autre choix Ouais. que d'aller au top des études pour pouvoir faire ce qu'on voulait. Ouais. Et en plus de ça, le fait que je suis l'aîné, il fallait que j'ouvre la voie. L'exemplarité. Ah ouais, j'avais pas le choix. Ouais, Parce que si tu t'arrêtes, derrière, on va dire, oh, mais il s'est arrêté. Comme on dit, nos aînés nous creusent le premier bout du tunnel. Ouais. On défriche. Et après, c'est la Et voie. du coup, bac plus 5, école de co, et tous les 3, là, ils ont suivi. Hein. Ouais. On n'avait pas le choix. Chapeau. Donc, c'est voilà. respectable. Voilà un peu le début de l'histoire. Et après, de fil en aiguille, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup. Bon, on a la chance d'être né en France. Et de par les différentes personnes que j'ai pu côtoyer à l'école, etc. Et pour éviter les mésaventures qu'on a pu subir quand on était plus jeune, j'ai toujours dit, en France, on a la chance d'avoir la double casquette. De pouvoir avoir la double casquette. D'être et salarié et entrepreneur à côté. Ouais. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, pour assurer le côté alimentaire, moi, je me suis mis dans le commercial. Vraiment, j'étais commercial chez Heinz, Benedicta. Ouais. On les salue. Le ketchup et la mayonnaise. Et en parallèle, bah, j'ai ouvert des boîtes. Ok. Voilà. Donc, ce qui me laissait pas mal de temps. Le fait d'être commercial, ça me laissait pas mal de temps parce que c'est moi qui gérais mon temps. Et de pouvoir vraiment m'épanouir dans ce qui me plaisait, moi, c'est-à-dire entreprendre. Avant d'arriver sur les sociétés en elles-mêmes, tu as parlé un peu des soirées. Ouais. Et j'aimerais revenir sur, moi, la première fois où je t'ai vu, en fait. Tu as aussi parlé de tes frères que tu accompagnais et qui avaient comme modèle tout ce que tu essayais d'entreprendre. Je me rappelle. Donc,
toujours dans le name dropping, c'est Charles, donc mon cousin, qui me parle d'un clip d'un de ses potes. Très bon dans le rap, etc. Et puis on dit, ben voilà, il y a besoin de gabarit à mettre dans le clip, quoi. Donc est-ce que tu as le temps, est-ce que tu peux venir, etc. Et donc j'arrive, je sais plus où c'était, c'est à je crois que c'était. Champigny. Ouais, c'est ça. Je me rappelle juste, il y avait garage, ils avaient fait venir une voiture Une Cadillac, machin, tout ça. Et on dit, attention, il y a le grand frère qui arrive avec le gros Gamos. Le grand frère qui arrive avec le X6. Ouais, c'est vrai. Et c'est comme ça que je découvre Mister Bakary Sek. Ouais, parce que t'as été finalement, donc t'as un de tes petits frères qui lui a été artiste, Ouais, qui est c'est ça. artiste, Ouais, voilà. ouais. Et même là, en fait, tu l'as accompagné finalement dans le processus de développement, pas forcément créatif, mais en tout cas du développement de son produit, de ce qui sortait. Ouais, ça c'est vrai aussi. Bah, j'ai toujours, en tant que grand frère, j'ai toujours, je me devais d'accompagner tous mes frères à chaque fois dans tout ce qu'ils entreprenaient. Et du coup, bon là c'est vrai pour Abdoulaye Niops. Quand il s'est mis dans la musique, automatiquement il s'est tourné vers moi. Donc parce que j'étais le plus grand, parce que j'étais celui qui avait peut-être un peu de moyens pour l'aider T'avais déjà fait tes preuves, en fait. à atteindre son rêve, voilà, c'est ça. Et donc du coup, je me suis retrouvé à le produire entre guillemets, plutôt financièrement que du côté artistique, quoi. Donc il avait besoin de fonds pour les clips, il avait besoin de fonds pour enregistrer, pour les séances de studio, pour son premier EP. L'organisation, la logistique. La logistique, Ouais. c'est mon maître mot, ça. La logistique. Donc, tu vois, tu t'as refusé la casquette de serial entrepreneur, mais je pense que quand on va refaire ton parcours, Non, tu c'est la seras- modestie qui tu, fait dire tu ça. seras obligé de Faut qu'il accepte. renfiler cette casquette. Ouais, faut qu'il accepte. Non, parce que moi, en fait, je le vois même pas comme un... En fait, je le vois pas comme une entreprise ou en étant entrepreneur, en fait. Ouais. Parce que je pense que tous les grands frères, dès qu'ils peuvent donner un coup de main à leurs petits frères, ils le font. Alors, c'est pas le cas. Ah, ok. Voilà. Première information. Comment désciencer les grands frères. Non, mais c'est pas le cas. Et deux, quand il y en a qui aident, il y a des proportions gardées. C'est-à-dire que il y en a qui vont vouloir aider, qui vont avoir le sentiment d'aider, mais ce qu'ils vont pouvoir apporter n'est pas forcément énorme, ou bien leur contribution va pas forcément être ultra impactante parce que eux-mêmes ils se sont pas encore construits. Donc en fait c'est la résultante de ton chemin qui fait que tu peux les aider autant, ou que tu as pu les aider autant. Et on a fait ce travail nous un petit peu, si tu veux, dans les premiers podcasts à retracer un peu notre parcours, et en effet on en vient au même point de se dire en fait cette volonté entrepreneuriale, elle est plus vieille que celle de quand je me suis logué sur l'URSSAF pour déposer mes statuts, tu vois. Ouais. Elle est en nous depuis tout un tas de temps. Et en fait, pour nous, c'était le cheminement naturel et on s'en rendait pas compte, comme là, tu te rends pas compte. Mais au final, tu t'es obligé de faire un regard en arrière et de te dire, ouais, en fait, j'ai ça depuis le départ. Et je pense que quand on parlait de nos business, les petits business et compagnie, et t'as vu ici, on peut tout citer parce que c'est derrière nous maintenant. Mais il y a toujours eu des petits business à côté, de gauche à droite, où il y a un appareil photo qui apparaît par magie dans le coffre de quelqu'un, et puis cet appareil photo, faut le vendre et récupérer un petit billet. Voilà, c'est des petites. Excusez-moi, moi je fais pas partie de tout ça. Je tiens à préciser. Je connais pas ces personnes. Voilà. Que le jour où ça se soulève, oubliez-moi. Il y a prescription, il y a prescription. Il y a des problèmes comme ça. Non, on n'a jamais été dans des grands problèmes ou quoi que ce soit, mais il y a toujours eu des petites filouteries, forcément. Toujours. Mais c'est même, quand je retrace un petit peu, et tu me couperas si j'ai tort, mais c'est pas tant l'appât du gain, c'est plutôt l'opportunité, en fait. Ouais. Ouais. On connaît pas mal de monde, tout se fait, voilà. Tout se défait, pour être simple. Mais non, après c'était l'apparition aussi de la nouvelle technologie, des téléphones, des tablettes, donc il y avait des gens qui travaillaient. Et puis c'était les premières notions pour nous, en tout cas. D'achat-revente. Exactement, offre et la demande. Ouais. Voilà.
Il y a beaucoup de demandes, il y a forcément une offre. Et surtout, il y a beaucoup de reventes, mais il n'y a pas beaucoup d'achats, si j'ai bien compris. Bon, tout ça est derrière. Ça est derrière. Mais en gros, c'est vrai que, après, c'est, pas qui vole un œuf, vole un bœuf, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Mais non, après, de là, on commence à vraiment avoir la fibre, on se rend compte que, on peut faire les intermédiaires, on peut prendre sa pièce, il y a des besoins, il y a l'offre, il y a la demande, et que ce soit dans tous les domaines. Donc là, c'était le plus simple, tout ce qui était téléphonie, etc. Après, on est passé aux voitures. Donc on s'est essayé à l'import-export. On s'est essayé à... Il faut dire que le X6 dont on parle, il a fini sur un voyage Paris-Dakar. J'ai pas voulu le dire. il était censé faire comme les autres. Il a fait un Paris-Dakar, mais on l'a stoppé avant. parce que toujours avec la part du risque, voilà, toujours avoir cette idée de être border sans trop risquer... sans risquer trop de choses, quoi. Dans ces, tu vois, justement, là, on parlait des risques. Est-ce que dans tes premiers business, justement, que tu as monté de façon peut-être un peu instinctive, ou alors qui se sont amenés à toi de par la production musicale ou autre, est-ce que tu avais justement une vision très globale, c'est-à-dire un business plan, un calcul de ces risques-là, ou c'est quelque chose qui est venu sur le tas et que tu as appris à composer avec, justement, ces... Étant donné que les premières soirées qu'on a fait, j'avais 16 ans, 17 ans, bon... Il n'y avait pas trop de notions de business plan, de SWOT, de bilan ou de budget prévisionnel. C'était au feeling. Ouais. C'était vraiment au feeling. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a appris. On s'est essayé à des choses, on se casse la figure, on perd de l'argent, on en gagne un peu, et on apprend. Le plus important, c'est ça. Ouais. C'est on apprend, et plus on avance, et je pense que le parcours d'un entrepreneur, c'est ça. Il n'y a jamais vraiment... un illuminé qui a sorti une idée et de génie et qui est arrivé du premier coup. Les plus grosses têtes et les plus grosses boîtes qui se sont montées, c'est parce qu'il y a eu des essais, les gars se sont plantés 5, 10, 15, 20 fois peut-être, avec des petites boîtes qu'ils ont essayé de faire prospérer et on apprend, en fait. En fait, c'est très français, hein, ce truc-là de pointer du doigt l'échec. Ouais. C'est-à-dire que les anglo-saxons, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que l'expérience, elle se forge par l'échec et les apprentissages que tu en tires, quoi. Il y a un dicton à la Silicon Valley pour les startups. Donc, c'est les business angels qui tiennent ce discours. Et c'est le premier conseil, c'est échoue un maximum de fois le plus rapidement possible. Exactement. Et ça, c'est Et c'est formateur. C'est vraiment véridique parce que il y a quoi de plus formateur que l'échec, on va dire. Ouais. Parce qu'en fait, t'es obligé de te remettre en question quand tu te plantes, pour être clair. Savoir ce qui a marché. T'as une analyse à faire. Savoir ce qui a marché, pas marché, ce que tu peux reprendre, ce que tu peux pas reprendre. Tu dis, là, j'ai été dans le mauvais sens. La prochaine fois, j'irai dans un autre sens. La communication, je l'ai négligée. La communication, il va falloir que ce soit un gros aspect de ton prochain projet. Parce que sans ça, en fait, t'avances pas. Et vice-versa. Et c'est comme ça que t'apprends. Jusqu'à arriver, on n'est pas millionnaire. Hein. Bientôt. On espère. Mais voilà, on aspire tous, en fait, en gros, à s'en sortir et à sortir et à entraîner les gens qu'on aime, quoi. Moi, j'ai une question par rapport à ça. On parlait de risque. Et moi, j'ai un profil plutôt gestion de projet. C'est-à-dire, j'anticipe, je calcule, je me fais mon petit arbre de probabilité et je vois déjà les risques sur chacun des chemins. Okay. Et de ce que je connais de toi, j'ai l'impression que c'est comme si tu ne le voyais pas, le risque. Donc, est-ce que c'est juste une impression ? Est-ce que c'est ton cœur qui est mieux accroché ? Je sais pas, est-ce que tu pourrais l'expliquer ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui tient de ta personnalité ? De se dire, j'y vais et puis on verra ? Disons que je regarde, j'analyse, je sais le risque. Tout ce que j'ai fait, j'ai jamais voulu aller en prison. J'y suis jamais allé, merci. Dieu merci. Mais j'ai toujours été un filou. On va dire ça comme ça. Okay. Ça veut dire que je prends pas le même chemin que tout le monde. Okay. J'essaye en tout cas.
Et pour répondre à ta question, le risque, je le mesure. J'essaye de le mesurer tant que faire se peut. Mais quand la porte elle est fermée, je passe par la fenêtre. Ça veut dire que je me débrouille tout le temps pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Peut-être que je travaille plus que les autres. Peut-être que je mets plus d'énergie et peut-être à ça. Mais c'est ton workflow, c'est ta façon de fonctionner. C'est comme ça. Ouais. Ça veut dire que moi, il n'y a rien qui peut m'arrêter. À partir du moment où j'ai perdu mon père, ça y est. Il fallait que je fonce parce que derrière, il y avait 3 petits frères et ma mère. Donc, c'est pas une porte fermée. Quand il faut envoyer un mail, on me dit envoyer un mail. Je dis non, j'envoie pas de mail. J'envoie pas de mail. Je viens, je frappe à ta porte. Ouais. Ça, là, en ce moment-là, c'est ce que je suis en train de faire avec la mairie d'Antony. Les politiciens, c'est encore plus compliqué. Ouais. Mais, parce qu'ils aiment pas qu'on frappe à la porte. Ah non, eux, il faut envoyer des mails. Ouais. Mais le mail, c'est comme quand t'appelles et que tu tombes sur une secrétaire. Ça filtre. Moi, je vais t'attendre. Quand tu vas sortir de ton bureau, je vais te dire bonjour, monsieur le maire. Tu pourras pas me filtrer. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, voyez avec la secrétaire. Non, mais je veux vous voir là. J'ai besoin de vous voir là. Parce que la secrétaire, elle va pas me répondre. Vous avez 2 minutes, je vous prends 2 minutes de votre temps. Ouais. Pareil avec les élus, pareil avec tout. Et je rentre dans les bureaux comme ça. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais quoi qu'il arrive, on se souvient de moi. J'en témoigne. Certaines personnes qui tremblaient à l'idée de savoir que t'allais venir. C'est comme ça. Et dire, notamment à ton petit frère Mamadou, qui lui aussi est entrepreneur et qui sera invité dans ce podcast, et dire, non, on n'appelle pas ton frère, c'est bon, on va régler ça entre nous. Sur des sujets de business, hein, mais pas du tout... Voilà, pas du tout non, et après... homme de main ou quoi que ce soit, mais vraiment sur des sujets de business où, voilà, il savait que derrière, il allait avoir des longues négociations très compliquées, très difficiles. Moi-même, j'étais obligé de manger par ta force, là, tout à l'heure. J'allais refuser le repas, mais non, chez nous, on m'a tendu une assiette et un verre de Schweppes. Voilà, donc c'est... Moi, il y a un truc qui m'interpelle dans tout ce que tu dis là, frérot, c'est que tu parles de ta pugnacité, en fait, dont tout le monde peut témoigner ici. Mais moi, la question que je me pose, c'est parce qu'on a tous, on est des êtres humains, tu vois. Toi, apparemment, un peu moins que les autres. Mais on a tous nos baisses de forme, nos trucs et tout. Nos moments plus down. Et moi, te connaissant dans la vie privée et dans le business à travers ce que tu fais, j'arrive pas à sentir ça chez toi. Ça veut dire que ce niveau d'énergie que tu mets quand tu dis je toque à la porte et tout, il n'y a pas un jour où je me suis dit, ah bah, carré, ce jour-là, il est pas dedans. Aujourd'hui, il est pas dedans, tu vois. Ouais. Et d'où ça devient ce truc d'avoir tout le temps ça, cette constance-là? Tu saurais le dire ou pas? Je pense que je peux te le dire. C'est qu'en fait, je me suis mis dans la tête que j'avais pas le droit d'échouer. Ça veut dire que quand je dis j'ai pas le droit d'échouer, parce qu'on parlait d'échec tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas le droit, moi, avec le bagage qu'on m'a laissé, de rester sans rien faire. Donc ça veut dire que le temps, il passe vite. Donc, pour la petite histoire, voilà, j'ai 40 ans dans un mois, tu vois. Ça fait 20 ans que j'adore ce que je fais, je suis dans le business, j'ai des enfants. Et donc, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'avoir une baisse de forme. J'ai pas le droit d'être malade. J'ai pas le droit de... Enfin, c'est ce que moi, je me suis mis. Après, je reste un humain comme tout le monde. Il y a des fois où, voilà, même si je dors pas beaucoup la nuit, je me repose. Juste un truc, hein, parce que depuis tout à l'heure, j'écoute et je me dis... Je me mets un peu à la place des auditeurs. Je me dis... Ils vont se dire qu'on a invité un dealer ou top boy, tu vois. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui? Voilà. Non, aujourd'hui, là, depuis 5 ans, j'ai acheté un Five. Donc, c'est un entrepôt de 2000 m², pour ceux qui savent pas, avec 4 petits terrains dedans. Des terrains qui font entre 15 ils font 15 mètres par 23, un truc comme ça. Et qui est mis c'est de la gestion d'installations sportives où... tout au long de l'année, les garçons comme les filles, comme les enfants peuvent venir louer ces terrains-là pour faire du foot à l'heure et demie ou pendant 2 heures. Et voilà, je suis basé... c'est le Speed Soccer. Mais je suis basé à Antony, dans la zone industrielle d'Antony. Donc, complexe sportif. C'est ça. Et aussi événementiel, puisque tu fais de la location de salles. Effectivement. Donc, et ça aussi... c'est une particularité que j'ai et que j'essaie de transmettre à chaque fois à tout le monde, c'est d'essayer d'avoir de la modularité dans ce qu'on propose. Ça veut dire, comment l'expliquer simplement que j'ai un entrepôt, effectivement j'ai des terrains de foot, mais j'ai une salle, et j'ai réussi à capter qu'à partir de 20-30 personnes, on reçoit plus chez soi.
Et donc j'ai articulé mon entreprise de manière à pouvoir proposer la partie bar qui sert à la semaine aux joueurs de foot pour boire un verre ou faire la troisième mi-temps, à de la location le week-end. Que les gens qui ont besoin pour faire des bar mitzvahs, des anniversaires, des 18 ans, 20 ans, 40 ans, ils puissent avoir une petite salle, pas chère, à disposition, équipée de sonos, lumière, de tables et de chaises, et un bar, et pour pouvoir faire leur petit événement. Et ça, c'est quelque chose quand toi, t'as racheté ce complexe sportif qui n'existait pas. Non, qui n'existait pas. Et en fait, j'ai essayé un vendredi, un samedi, j'ai vu que ça a pris, j'ai fait une annonce, et là, j'ai eu... la première fois que j'ai mis l'annonce, j'ai eu, 25 appels en 2 jours. Ouais. Pour des dates, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que... 18 ans, 20 ans, comme je dis, 40 ans. Alors que finalement, personne n'était venu te solliciter toi pour faire ce truc. Non. Mais à partir du moment où tu as proposé, finalement, tu as répondu à un besoin qui ne se manifestait pas chez toi. Parce que aussi, et ça c'est marrant aussi, c'est que quand on voit le complexe sportif, à aucun moment on va se dire, tiens, est-ce qu'ils n'ont pas un espace locatif pour la salle en fait. Exactement. Et là où c'est quand même extraordinaire, c'est que toi, t'as reçu des gens pour des mariages dans ta salle. Exactement. Alors moi, je travaille, j'ai une partie de mes activités qui est concentrée sur le monde du mariage. Et pour voir un peu les mariés, le mood dans lequel ils sont, et puis les recherches, à aucun moment, je me serais dit, un mariage peut se passer dans un complexe sportif, dans une zone industrielle, tu vois. On peut vraiment parler de tout ce qui s'est passé là-bas ou pas? On peut. Parce qu'il me semble que j'ai vu des images d'un culte religieux. Aussi. Ah ouais. Ok. Voilà. Voilà. En fait, c'est quand je dis que il y a un réel besoin dans de la location de salles, mais de petites salles, pas des salles de mariage à 200, 300 personnes. Ouais. Le fait d'avoir une salle qui fait 250 mètres carrés, qui peut accueillir 90 personnes maximum. Ouais. Tu modules les coûts. Pour te donner un exemple, l'année dernière, j'ai eu vendredi, samedi, dimanche, journée confondue, j'ai eu 2 vendredis de vide. Ok. De non loués. Donc maintenant, ça représente une part conséquente de ton chiffre d'affaires. Ouais. C'est un bon tiers. Okay. Il y a le foot à la semaine. Ouais. Mais ça, le week-end, tous les week-ends, ma salle, elle est prise. Alors, je vais essayer de un petit peu comparer à ce que nous on raconte depuis le début, c'est-à-dire que on a parlé de à quel moment, en gros, on a senti ce besoin de liberté qui te demande d'entreprendre, à quel moment tu as senti qu'il y avait une passion qui t'animait pour quelque chose que tu essaies de transformer en business. Dans tout ce que j'entends, il y a tellement de variété et d'adaptabilité que je me dis, mais par exemple pour le Five, est-ce que t'aimes le foot? Qu'est-ce qui t'amène à te dire, tiens, je vais acheter ce truc-là, je vais faire un Five, quoi? J'ai fait du foot étant plus jeune, mais j'étais plus dans le basket. J'ai fait 10 ans de basket. Je fais 1m96. Le foot, j'en ai joué, mais j'étais pas super bon. Faut se l'avouer. Après, je te dirais que pour moi, tout est du business. C'est ce que je me disais aussi. Tout est du business. On est dans un pays où le foot a une place quand même assez conséquente. On a été champion du monde plusieurs fois, 2 fois. Et que c'est vraiment le sport qui allie vraiment de 7 à 77 ans toutes les générations. Donc là, j'imagine que tu dois faire des retransmissions de matchs de rugby en ce moment, non? Pas du tout. Le marché n'est pas assez florissant. Voilà, disons que l'audimat. Mais c'est pareil avec le basket ou autre. Non, parce que autant un mariage peut se faire dans un complexe sportif dédié au foot, autant je pense pas que des rugbyman viendront regarder un match dans un complexe de foot. Faudrait que je le l'entrée qui est trop lourde. Faudrait que je le transforme en bar. Ouais, il y a 2 engences. Vraiment en bar. Faut que la licence 4 elle tombe direct. au moins. Non, mais c'est qu'une histoire d'opportunité. Pour moi, un entrepreneur, ça doit être un opportuniste. Pour la petite anecdote, je jouais dans ce speed avant de l'acheter. Okay. Pour retrouver avec les amis et tout. Et à chaque fois, pour la petite blague, je disais, il est pas à vendre le speed. Quand il est à vendre, dis-moi. Ouais. J'ai fait ça pendant peut-être 6 mois, 1 an, tu vois. Et
Rien, toujours rien. Mais pour schématiser, le jour où il était à vendre, c'est à moi qu'on a pensé. Ouais. Et Directement. Du coup, toi, j'interroge le mec qui a fait école de commerce, etc. Toi, quand tu vois ce truc-là, tu as déjà des calculs en tête, tu te dis ça va rapporter tant, ou c'est juste un feeling? Non, c'est un feeling, je me dis l'endroit est bien. Je m'intéresse aux chiffres. Et en fait, j'ai pu percevoir et capter qu'il y avait des choses à faire. C'est-à-dire que en fait, moi, quand j'ai voulu me positionner pour acheter le Sweet Soccer, je savais que je pouvais, de par l'énergie et de par certaines choses que j'avais captées, améliorer, le rendement, et la popularité et la fréquentation. Donc, c'est un peu comme tout. Tu captes un peu le potentiel de ce que tu veux faire, de ce que tu veux acheter. T'achètes une voiture, tu la regardes, tu vois, tu dis elle est pas au max de ses capacités. Quand je vais l'acheter, je vais pouvoir faire ci, ça, et je vais la faire performer, tu vois. Mm. Et en fait, j'ai toujours ce truc-là. Et quand je l'ai acheté, effectivement, avec 2-3 petits investissements et une manière de procéder, j'ai multiplié le chiffre par 2. Et ça, je reviens sur ce que tu disais juste avant, et qui est vraiment important, c'est la façon de se créer des opportunités. Je parlais la dernière fois avec justement un autre ami qui s'est marié récemment et qui est associé à ton frère et qui, lui, le jour de son mariage, en fait, va voir l'adjointe du maire pour lui dire moi je fais tel business en fait et je suis juste à côté de chez vous et du coup si d'aventure il y avait besoin de... Et en fait il crée tout de suite un narratif autour de sa boîte, de son activité, le jour de son mariage. C'est-à-dire que la personne vient juste de le marier, il salue tout le monde, merci tout le monde, attendez-moi dehors, et pendant que les gens attendent dehors, il va voir. Et en fait, ce truc-là, c'est vraiment laisser à chaque fois dans la tête des gens ta carte de visite, mais mentale en fait. Et dire, finalement, qu'est-ce qui fait qu'au moment où il vend, il s'adresse forcément à toi, c'est que tu lui as répété pendant un an. Même si c'était sur le ton de la blague ou même si c'était sur le ton, t'apparaît en fait à ce moment comme une évidence. On m'appelle, on me dit mais t'étais vraiment sérieux ou pas quand tu nous disais ça? Ouais, je suis sérieux. Et pour moi, c'est vraiment ça l'opportunisme, même latent, tu vois, de pouvoir installer une opportunité. C'est-à-dire que tu vas faire pousser l'idée dans la tête que tu es la personne à qui penser au moment où elle va se produire. C'est ça. Elle se produit pas aujourd'hui, elle se produira peut-être dans 10 ans, mais dans 10 ans, la première personne à laquelle la personne pensera, ce sera toi. Ce sera toi parce que pendant 10 ans, tu lui auras dit, le jour où tu vends, appelle-moi. Ouais. Mais c'est un point de vue très très commerçant et commercial. Et franchement, je suis vraiment fasciné quand j'ai en face de moi des gens qui ont cette maîtrise-là, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est pas du tout comme ça que je réfléchis. Ouais. Et moi, j'ai plutôt tendance à me dire, je vais rencontrer les opportunités par rapport à mon énergie et l'énergie que je dégage, en gros. Ça peut paraître un peu mystérieux tout ce que je raconte là, mais plus j'avance dans l'entrepreneuriat, plus j'ai tendance à me dire, il faut que je choisisse les gens avec lesquels je travaille. Donc, pour le coup, c'est pas quelque chose où je vais beaucoup parler de mon business. Il y a très peu de gens qui savent finalement ce que je fais vraiment. Ouais. Et pourtant, je travaille, quoi, tu vois. C'est pour ça que à chaque fois que j'entends ce type de discours-là, je pense au tout début de l'entrepreneuriat où tu te dis, merde, ok, j'ai tout préparé, mais il n'y a personne qui toque à ma porte. Il y a cette phase-là, en fait, tu vois, où je me dis, j'aurais bien aimé être un peu comme Bakary, aller effectivement jouer des coups à gauche à droite. Et puis finalement, c'est assez rassurant de se dire que autant je respecte ce schéma-là, autant le mien fonctionne aussi. Ouais. En fait, je pense qu'il n'y a pas une manière de faire. Ouais. Il y a des gens qui seront plus à l'aise justement avec cette méthodologie-là que tu décris, Sergio. Et il y en a d'autres où moi je sais que moi c'est beaucoup ça. C'est beaucoup du feeling, l'opportunisme. Je viens, par contre, me poser, faire un business plan, calculer, poser, coucher les choses sur papier. Ça, même dans mon travail. Mon responsable de l'époque me disait tu serais encore plus performant si tu le faisais. C'est-à-dire d'anticiper les questions qu'on va te poser, les réponses que tu vas devoir donner, les chiffres, avoir un peu des données chiffrées,
Et moi, en fait, je vais au bagou. C'est un peu le commerce de marché, quoi. Ouais. Tu vois. Mais tu vois, il te disait que tu serais plus performant. Je prends l'exemple un peu de la procrastination, tu vois, qui est un mot qui est souvent utilisé. Donc c'est l'art de... C'est pas l'art, mais moi j'appelle ça l'art. Ton art, non? C'est voilà. De faire les choses au dernier moment. Ouais. Tu vois, c'est un truc qui a été prouvé lors d'études scientifiques. C'est-à-dire que les gens qui sont dans ce mode-là opératoire, ils sont vraiment productifs dans ce mode opératoire. Et en faisant autrement, ils ne le deviennent plus. Tu vois. Attention, parce que dans la définition que tu donnes, il y a quand même faire les choses. Et procrastination, c'est remettre au lendemain. Il y a des gens qui peuvent faire ça très longtemps. Très, très longtemps. Voilà. Donc, attention, ouais. C'est pas la même chose. Ce que tu décris, toi, je pense que c'est un processus où on se met la pression comme ça. On a besoin de limites et de temps courts pour être performant. Je ne mettrai pas tout ça sur le dos de la procrastination. C'est encore moi, c'est la notion de pas dépasser la deadline. Mais par contre, à H-5, tu vois, tu te dis, bon, là, il faut que je m'y mette. Il faut vraiment que je m'y mette parce que le truc, je dois le livrer dans 5 heures et que je sais que ça va me prendre 6 heures. Donc, je vais devoir m'y mettre vraiment très, très vite. Est-ce qu'on peut dédicacer ça? On peut dédicacer ça. Je pense qu'il faut... Sam. Qui se reconnaîtra et voilà. Elle est pour toi celle-là. Je suis ton compagnon. Mais c'est sûr qu'après changer sa propre nature, en fait, ça devient, ça peut s'avérer contre-productif. Je pense que chacun est comme il est, tu vois. Ouais, ça veut dire que chacun a son mode de fonctionnement et c'est d'ailleurs pour ça que quand il y a des associations, ça devient des associations de malfaiteurs. Mais j'allais y venir. Mais c'est parce qu'on a besoin d'être complémentaires, tu vois. En fait, avec donc les amis là, effectivement, on a monté et fait vivre ce truc là qui s'appelle le monde des meetings où en fait on a commencé à échanger avec des profils différents, mais avec quand même pas mal de choses en commun. Et puis, à un moment donné, donc je me souviens en avoir parlé avec ton frère qui traversait une période de sa vie assez particulière. Il avait besoin de temps quand même à consacrer au sien. Donc ça s'est pas fait, mais justement, j'ai toujours été un petit peu interpellé par des profils comme vous, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça donne quand on commence à mettre dans le même sac des gens qui ont tout calculé, des gens qui calculent rien, qui enfoncent les portes. Ouais, je pense que ça peut tabasser très 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 fort. C'est dur. Donc ça peut faire mal vraiment. Ouais, c'est peut-être l'occasion de se dire à un moment donné, il va falloir qu'on s'asseye et que. Non, mais je pense que oui, ça va être nécessaire à un moment donné. Plus on avance et plus on rencontre de monde et plus on arrive à vraiment affiner notre manière de faire, notre fibre commerciale, notre fibre entrepreneuriale, tu vois. Et effectivement, si on arrive à tout mettre à plat et à faire vraiment une joint venture, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que joindre tous les talents et les qualités de chacun, ça peut faire très très mal, effectivement. Après, il faut se coordonner sur un thème précis. Il y a pas mal de variables derrière qui viendront se greffer au truc. Ouais, mais tu vois, ce que j'entends aussi, c'est que moi, je suis plutôt le gars qui va faire des coups très préparés, très précis, le casse parfait, tu vois. Ouais. Mais en même temps, il faut celui qui est prêt à dégainer. Vous voyez quand ça commence à trop réfléchir, quoi. Donc peut-être qu'il faut juste décider, au lieu de faire un thème et dire tiens, on va réussir un truc du premier coup, s'autoriser aussi l'expérimentation, même pas forcément l'échec, mais l'expérimentation, voilà. C'est vrai. Après, l'idée est lancée. Ouais. Et voilà, mais pour tous les entrepreneurs ou les apprentis entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs qui nous écoutent, moi je pense qu'il y a que de la volonté. Quand je parle de volonté, c'est faut pas lâcher. Faut pas lâcher, faut enfoncer les portes. Jamais écouter ceux qui vous disent tu n'y arriveras pas. T'as rencontré justement des profils un petit peu comme ça dans ton parcours, des gens qui ont cassé un petit peu, qui n'ont pas cassé, mais qui ont essayé ou freiné ou essayé d'implémenter des pensées limitantes. Ouais. T'en rencontres toujours. Toujours des gens, et moi, je m'amuse à dire que c'est ceux qui essayent de te décourager qui ne tentent jamais rien, en fait. Ouais. Et ça leur laisse pas mal de temps pour décourager les gens. Donc voilà. Mais moi, je préfère me casser la figure en ayant essayé, plutôt que de ne pas l'avoir fait en ayant écouté quelqu'un. Ouais.
Pour te donner un exemple, le speed soccer, là, mon comptable actuel, quand j'ai été le consulter avec les bilans de la société avant de le prendre, il m'a dit Bakary, tu vas te casser la gueule, n'achète pas cette société. Je lui dis si, je vais la prendre. Et tu vas m'aider à l'acheter. Et tu vas juste faire les bilans et tu vas m'aider à l'acheter. Tu vas m'aider à l'acheter et on va le faire. Parce que je te paye. C'est comme ça. Bon, bah d'accord, mais je t'aurais prévenu. Ok, tu m'as prévenu. T'as fait ton devoir de conseil, merci. Et 2 ans après, il me regarde, il me dit franchement, Bakary, c'est une belle société que t'as là. Je lui dis, tu te souviens de ce que tu m'avais dit quand il fallait pas que je la prenne? Mais y a un truc parce que moi, en fait, j'avais déjà dans la tête ce que t'allais en faire. Ce que j'allais en faire. Mais en fait, il y a un truc qu'il faut bien retenir aussi, c'est que quand on te dit que c'est impossible, la personne, elle te parle avec ses propres limites, en fait. C'est ça. Tu vois? Elle Exactement. te parle avec son biais à elle. C'est impossible pour elle. Mais elle a pas vu forcément ce que toi t'as vu. Et, pas vécu ce que toi t'as vécu. Ce que t'as vécu. Et ce qui t'anime. Exactement. Et donc du coup, ça, c'est vrai que c'est des pensées qu'il faut arriver à chasser. Bon, j'allais dire malheureusement, mais non, bien heureusement, on en croisera tout un tas et ça ne fera que renforcer la détermination. Ça, c'est clair et net. D'autant plus que on est têtus, je pense, tous autour de cette table. Et c'est un vrai point commun, ça. Ah, pas du tout. Moi, je sais pas de quoi vous parlez. Je sais pas de quoi vous parlez, les gars. Oh, les mecs, depuis tout à l'heure, ils essaient de me mettre dans leur sauce comme ça, tranquille. Ça parle des trucs de malfrats. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sachez, cher auditeur, que si la réaction de la part de Bakary, Félix et moi a été aussi spontanée dans un éclatement de rire, c'est qu'il y a forcément une forme de vérité dans notre Non, c'était préparé, Légère. Non, mais c'est passionnant, d'entreprendre, d'essayer de faire quelque chose. Ok. Dans ton parcours, il y a eu des choses avant, parce que là on est arrivé un petit peu, enfin pas du tout sur la fin, mais sur le présent. Ouais. Avant ça, toi, tu as eu des auto-écoles, ou en tout cas des centres de conduite accompagnés. Ouais. Bah, ça aussi dans le parcours, on était un peu dans le désordre là, mais j'ai des amis qui ont monté une franchise donc de location de véhicules à double commande à l'époque où le marché s'est ouvert. Permis malin, voilà, pour le name dropping. Et donc du coup on m'a permis d'avoir une agence et avoir toujours cette volonté de développement. Je suis monté jusqu'à 5 agences en même temps. Et toujours en rachetant, toujours pareil, soit en ouvrant, soit en allant voir les personnes en leur disant « Tu vends ou tu vends pas ?» Bon, bah quand tu vends, appelle-moi. Et à chaque fois, c'était toujours le leitmotiv. Je me rappelle d'une vente qui s'est conclue chez toi un soir avec une personne qui était présente et qui avait une agence à Courbevoie. Ouais. Et ça s'est fait plus ou moins comme ça, dans le couloir, juste avant de rentrer dans le salon pour passer la soirée. Et ouais, c'est marrant de voir que y a tout un tas de choses qui se font dans tout un tas de cadres. Ouais, mais parce qu'en fait, il y a pas de lieu, il y a pas d'endroit. Ça peut être au resto, ça peut être chez les amis, ça peut être dans une voiture, ça peut être dans un train. Quand le deal il se fait en fait. Ouais. Et là, il faut qu'il y ait un vendeur et un acheteur. Ouais. Et il y a pas de cadre pour ça. Donc à partir de ce moment-là, tu vends, j'achète. Avant de rentrer devant tout le monde, on gère le truc ensemble. Ouais. On se tape dans la main et puis ça y est. C'est parti. Là, dans cette expérience-là, tu étais dans un cadre de franchise. Ouais. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pu apprendre un petit peu dans ce cadre-là de la franchise? Comment est-ce que c'est de l'entrepreneuriat tel que tout le monde peut le concevoir, ou est-ce que tu as quand même des barrières? Qu'est-ce que ça a été, enfin, quel a été ton ressenti finalement dans toute cette expérience? Bah, la franchise, oui, j'étais en franchise. Donc, le principe de la franchise, c'est de reverser des royalties à une maison mère qui te fournit au départ, et même tout au long, qui t'accompagne, qui te fournit tout un tas de tips, de mise en relation. Le fait de payer la maison mère, c'est parce que eux ont travaillé en amont, ont réussi à vérifier. Voilà, hein. Développer un réseau. Voilà, développer un réseau et à vérifier le professionnalisme de tous ceux à qui tu vas devoir avoir affaire. Ouais. Genre le gars qui fait les enseignes, genre la communication, l'assurance, là où tu vas acheter tes véhicules. Tout est labellisé. Tout est labellisé.
Donc ils envoient tout le monde. Et ça se rémunère, du coup. Bien sûr. Tu bénéficies aussi du branding, de l'image de marque. Du branding, de l'image de marque qui est censé avoir avoir fait ses preuves. Ouais. D'accord, être rentré dans la mentalité des gens. Et donc voilà, la franchise, c'est bien. Ouais. Après, nous, on est des trublions, tu vois. C'est ce que j'allais dire. On a du mal à... Comment un énergumène comme toi évolue dans une franchise pour moi, c'est un peu contradictoire. Bah, c'était un peu contradictoire. Après, c'est parce que c'était des amis, tu vois. C'est des amis. Donc, du coup... Qu'est-ce qui te dérange là-dedans? C'est les limites qui sont fixées? C'est qu'en fait, c'est toi qui investis ton argent. C'est toi qui travailles. Mais on sort du salariat pour ne plus avoir à rendre de compte. À partir du moment où tu es dans une franchise, tu rends des comptes. Ouais. Et tu es obligé de te satisfaire, ou en tout cas tu es obligé de suivre ce que la franchise leur donne. C'est-à-dire que le code couleur c'est vert. Si tu aimes le rose, tu pourras pas faire du rose. Ouais. Tu resteras sur du vert. Ouais. Si on te dit tel véhicule, c'est tel véhicule qu'il faut avoir, même si tu as une opportunité en or d'un véhicule qui fait la même fonction, qui a la même fonction double commande, et que c'est pas Peugeot mais c'est Renault, non. Tu restes dans la charte graphique et dans ce que la franchise a décidé. Ouais. Et moi, le premier coup dur que j'ai eu, c'est quand j'ai acheté 3 véhicules d'une Clio 3, Clio 3 pour l'activité, et que 3 mois après, on nous a dit non, vous passez au Clio 4 maintenant. Ok. Ouais, mais j'ai même pas encore rentabilisé les voitures. Oui, mais l'image de la société maintenant, de la franchise, c'est la Clio 4. Ouais. Donc vous avez 3 mois pour vendre vos Clio 3. Ça pique. C'est pas ses moyens. Ouais. On renvoie les auditeurs à l'épisode 0 qui s'appelle La Liberté. C'est moyen. Et quand tu te dis, j'ai trouvé un local, il faut que tu demandes... T'es persuadé, toi, que ça va marcher. Et la franchise te dit, non, le local ne me plaît pas. Ouais, donc là, on est dans le cas, si on reprend le cas du comptable, si le comptable avait eu droit de vie ou de mort sur ta société, il aurait dit mort, quoi. Mort, ouais. Et fin. Ok. Et quand tu veux te développer, il faut toujours demander l'autorisation, il faut qu'on te valide le développement, il faut qu'on te valide, tout ce que tu as envie de faire, en fait. Donc aujourd'hui, tu es sorti de ça complètement? Du coup, aujourd'hui, là, je suis sorti de ça. Okay. Et pour la petite histoire, quand j'ai acheté le Five, il y a la grosse franchise, le Five, qui a plus de 500 centres, un truc comme ça, dans le monde. Pour pas me tenir, non, il y en a. Bref, il y en a une quarantaine en France et après il y en a à l'étranger. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce que tu veux passer sous l'égide Five, la marque? J'ai dit non. Non, merci. J'ai dit merci, mais non merci. Ouais. C'est gentil, mais non. Parce que je sortais pas de ce traumatisme, hein, parce que c'était pas un traumatisme, mais je connaissais, je sais. Et le fait de demander, quand t'es entrepreneur, t'as envie de liberté, t'as envie d'entreprendre, t'as envie de faire ce que t'as envie. Et si tu te plantes parce que ce sera essentiellement dû à toi. Et si tu te développes et si tu grossis, c'est essentiellement dû à toi. En fait, tu vois, en discutant de ça, là, et en mettant un petit peu en exergue justement les problématiques de la franchise, je me rends compte que finalement, que ce soit pour le salariat ou bien pour la franchise, c'est quand même un premier pas vers l'émancipation, puisque t'es quand même maître de pas mal de choses. Tu vas pouvoir manager, tu vas pouvoir... tu mets ton argent déjà. Voilà, et tu mets ton argent. Mais pour reprendre le fil de ma pensée, c'est qu'en fait, la franchise offre une sécurité, quelque part. Ouais. Donc tu te lances dans l'entrepreneuriat, mais en même temps tu bénéficies de tout un réseau qui a déjà été fait, et en effet ça c'est quelque chose de balèze, et ça se paye, d'une image de marque et compagnie. Et donc du coup tu t'assures, le gars qui ouvre un McDo aujourd'hui s'assure un minimum de clientèle. Ça c'est clair et net. Mais cette sécurité, qu'elle soit dans le salariat ou dans la franchise, elle a un coût, et ce coût-là c'est la liberté. Elle a un prix. Ouais. Et ce prix-là, c'est la liberté, et c'est vraiment important à mesurer en fait quand on pèse en fait les risques, quand on essaye de mesurer les risques, et donc qu'on les met en opposition à une forme de sécurité. Faut savoir que ce sera forcément au détriment de sa liberté, d'une forme de liberté. C'est ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que la franchise, elle a défriché, elle t'a ouvert le passage. Donc à partir de ce moment-là,
bah, forcément, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps, t'as pas à rechercher les entrepreneurs, t'as pas à rechercher les contacts, t'as pas à rechercher les artisans dont tu vas avoir besoin. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, et le plus important, c'est toujours ce qui vient après le mais. Mais ça a un prix. Ça a un prix pour aller vite, tu sacrifies une certaine part de liberté que tu pourras avoir dans ton business. Et pour moi... Et ça, tu le sais avant? Non. Non, du tout. Tu le sais pas. Tu le découvres au fur et à mesure. Et tu penses qu'il y avait moyen de le savoir avant? Non. Tu peux pas. Ok. Et je pense que les gens s'en rendent compte une fois qu'ils sont passés par la franchise. T'as pas un cahier des charges, un contrat où tout ça c'est marqué quand vous allez devoir récupérer un local, il faut l'aval de la franchise. Si. Tout ça c'est. Il faisait trop nuit dans la voiture dans laquelle il a signé le contrat. Voilà. Donc je pose la question. Non, mais c'est que si t'as tout marqué. Tout est marqué. T'as tout marqué, mais en fait, D'accord. tant que tu le vis pas, c'est un peu comme tout dans l'entrepreneuriat. Ouais. Tant que tu le vis pas, tu t'en rends pas compte. Ouais, parce que même sur les clauses de non-concurrence, tu sais pas jusqu'où elles vont, si ça ne concerne que toi ou bien même ton entourage, parce qu'il y avait eu ce problème-là à un moment aussi. Et ouais, C'est comme dans tous les contrats. c'est compliqué. Ouais. Non, La mais c'est petite la petite important de astérix. dire. C'est important de dire que Tu lis pas, effectivement, tu vois. quand tu es dans la phase de séduction entre guillemets, tout est beau et le contrat il a l'air mignon, mais faut penser au jour où justement ça commence à se tendre un peu, à se fâcher un peu. Là, les termes quand tu les lis, ils ont pas la même saveur, quoi, effectivement. Et en tout cas, on saura te le rappeler. Ouais. On saura te rappeler que t'as signé un contrat qui t'a arrangé au début, mais t'avais pas lu les petites lignes. Ouais. Et même si tu les avais lues, bah, tant que t'es pas dans la situation, tu te rendais pas compte de la puissance de la ligne. Ouais, non, mais c'est pour ça. Hein. Donc, amis Quand on entrepreneurs. parle souvent, je dis, Lisez les il faut contrats. faire attention à, mais tout en fait, tout Ouais. document que tu envoies et qui a une valeur contractuelle, c'est-à-dire un devis, Faut tout lire. une facture, tu marques pas dessus la date à laquelle tu veux être payé, tu te retrouves 6 mois plus tard avec des sous en moins, tu vois. Donc c'est tellement important. Quand la relation se passe bien, c'est cool, tu vois, on se serre la main, voilà, ça se passe bien. Mais c'est comme tout, comme tu dis, c'est comme un mariage. À un moment donné, ça a une importance. Et même quand ça se passe bien, je pense qu'il faut faire ce petit effort-là de bien lire, bien écrire, bien mentionner, bien stipuler toutes les clauses importantes. Parce que le jour où ça se tend, tu te dis, j'aurais dû lire ou C'est j'aurais ça. dû écrire. Après, je voulais vraiment rajouter et préciser que la franchise, c'est vraiment formateur. Entreprendre, déjà, c'est formateur. Quand tu rentres dans un business et que tu as besoin d'être accompagné, là, tu connais rien, que tu sois dans la restauration, que ce soit dans la location de voiture ou autre, c'est hyper important et c'est hyper formateur d'être accompagné par des gens qui maîtrisent le sujet, par des gens qui ont fait leurs preuves, comme on disait. Donc, il y a les bons aspects de la franchise, quel que soit Alpha. Mais c'est lourd que tu dises ça parce que ça revient un peu à la discussion qu'on a eu il y a peut-être 20 minutes où je te disais, mon profil c'est plutôt ce qui m'intéresse, j'y vais, et ce que je connais pas en fait, quand je me sens pas ni connecté ni légitime, en fait, j'y mettrai pas les pieds. Je pense que ça peut évoluer, ça évoluera certainement dans mon parcours, mais tu disais restauration, je me vois mal ouvrir un resto, quoi. Je me vois mal... Tu te vois mal ouvrir un resto, mais si t'avais quelqu'un qui maîtrise le sujet, qui a déjà à son actif 3 ou 4 restos, qui vient te voir et qui te dit, Sergio, j'aime ton envie, j'aime ta niaque, je veux m'associer avec toi pour mon prochain resto. non, merci. Ah, t'irais pas? Ou à moins qu'on se dise, tiens, il va s'allier à moi pour mes compétences en communication, etc. Oui, là, peut-être. C'est vraiment la complémentarité. Oui, bien sûr. Genre, moi, je suis à fond derrière mes fourneaux, si tu veux. Ouais. Mais j'ai besoin maintenant, par l'ère du numérique et par l'ère du réseau, des réseaux, là, bien sûr. de ton expertise au niveau de la com. Et je veux pas t'engager pour de la com, je veux qu'on soit partenaire. C'est exactement ça. En fait, c'est ce que on en a parlé aussi. Ce que moi, j'essaie d'instaurer maintenant, c'est au lieu d'être un prestataire, pour quelqu'un qui veut faire de la communication, je préfère être un partenaire. Parce que mon travail sera mieux mesuré si justement il a une incidence sur le business et je serai en tout cas plus à l'aise avec les sous que je fais si j'ai vraiment l'impression que ça sert à quelque chose. Parce que on a tous fait des missions où tu te dis, il va se planter lui.
Mais on prend les sous quand même. Hein. Il va se planter. Je lui ai dit 2 fois. Il a pas voulu entendre. Allons-y, fais-moi mon chèque et puis va te planter, tu vois. Et je sens que avec le temps qui passe, j'ai moins envie de passer du temps sur des projets comme ça, où tu sais que ça va fermer dans 6 mois en fait, quoi. Ouais. Voilà. Donc j'ai déjà cette envie là d'apporter vraiment quelque chose. Si en plus effectivement c'est se lancer dans un business où tu sais que tu as des parts, etc. Oui, pourquoi pas. Mais ce que je disais, c'est lancer un restaurant et se dire tiens, je vais peut-être passer derrière le fourneau, je vais peut-être aller faire l'accueil des clients. Non, ça jamais, tu vois. Ouais. Parce que ce n'est pas moi en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant cette discussion, c'est que je me dis ouais, en fait, il n'y a pas un entrepreneuriat, il y en a autant que de personnalités, quoi. Autant. Ouais. Il y a autant de manières d'entreprendre qu'il y a d'entrepreneurs. Ouais. C'est simple, hein, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de profil type. Ouais. Vraiment pas. Tu peux voir quelqu'un qui vient d'un milieu aisé qui va entreprendre, un autre qui vient d'un milieu défavorisé qui va entreprendre. Et ce qui lie tout le monde, en fait, c'est la volonté. Ce que je dis, c'est vraiment la détermination. C'est-à-dire, si tu veux vraiment entreprendre, il n'y a que toi, à l'intérieur de toi, qui sais jusqu'où tu es prêt à aller. Ouais. Si tu devais dire, classer un peu les freins pour quelqu'un qui veut entreprendre, qu'est-ce que tu classerais? Est-ce que c'est l'administratif? Est-ce que c'est la gestion du temps? Est-ce que c'est le calcul du risque? Pour toi, quelqu'un veut entreprendre demain, tu dis, bon, ok, j'ai compris, j'adhère, il y a la volonté, il faut que tu sois prêt. Ouais. Voilà. Il faut que tu sois prêt. Et ensuite, tu lui dis quoi? Et quand moi je dis il faut que tu sois prêt, ça veut dire que, bon, moi j'ai ce truc-là, je sais où je veux aller, je sais ce que ça peut me coûter, je sais ce que je veux préserver, et je sais ce qu'il faut que je mette de côté au cas où je me plante. Donc ça veut dire qu'il y a un minimum, c'est un peu tout. Il y a un peu il y a de l'anticipation. Les freins, pour répondre à ta question, c'est t'as beau être tout fou et vouloir entreprendre, tu peux pas te jeter à corps perdu dans une idée que seul toi crois, je sais pas comment dire, sans anticiper un minimum. Il faut un petit peu anticiper, il faut prévoir, parce que tu peux vite te retrouver sous l'eau si ça marche pas. Et dis-toi que l'idée que t'as eue, d'autres l'ont eu aussi. Maintenant, peut-être que toi, t'as le bon timing, c'est la bonne période. Tu vas peut-être mieux réussir de par ta volonté, ou tu vas peut-être pas faire les mêmes erreurs. Mais il faut un minimum d'anticipation. Il faut de l'anticipation, c'est obligé. Là, aujourd'hui, tes ambitions, si je puis dire, quelles sont-elles? Il a dit 1 million, bientôt. Donc c'est plus une ambition. Tout arraché. Non, les ambitions, c'est continuer le développement. Là, pour le coup, je suis en train de chercher un entrepôt. Et sur à peu près du même acabit que la franchise, le fait d'être locataire de ton local ou de ton entrepôt te restreint un petit peu sur ce que tu veux faire. T'as toujours des comptes à rendre, t'es toujours à la merci d'un propriétaire qui veut soit augmenter le loyer, soit te virer, soit voilà. Et cette enclume-là, je la supporte plus. Ouais. Je la supporte plus. Donc, dans la mesure du possible, je veux être propriétaire de mon local, que je m'autosuffise, et que si je me réveille un matin et que j'ai envie d'augmenter le loyer, bah je me l'augmente à moi-même. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, c'est ça vraiment. L'objectif, c'est vraiment d'être autosuffisant sur tous les plans. Ouais. C'est-à-dire que ne plus dépendre de personne et ne plus être à la merci de personne. Et c'est ça le projet. Donc je suis sur une phase de développement là, d'en ouvrir un deuxième. Et je cherche un entrepôt dard. Est-ce que on en a parlé dans un épisode, quand tu arrives à cette étape où tu dois scaler ton business, c'est voilà, l'histoire des paliers, on avait parlé des paliers. Et donc le palier est confortable, et quand tu montes une marche, tu peux être déstabilisé. Est-ce que je ne vais pas encore te parler de mesurer les risques, mais est-ce que tu sens que cette expansion-là va te demander plus d'énergie, bon, plus d'argent évidemment, mais est-ce que ça va te demander plus d'énergie, ou alors est-ce que c'est dans la continuité logique de ton business qui grandit et puis à un moment donné il en faut un deuxième, quoi?
Quoi qu'il arrive, il faudra de l'énergie. Parce que là, avec l'objectif que j'ai, du coup, j'augmente la part du risque. Quand t'es locataire, c'est moins risqué que quand t'es propriétaire. Et là, on atteint des gros montants. Parce qu'en région parisienne, les entrepôts, c'est entre 3, 4, 5 millions d'euros. Donc, la marche, elle peut être grande, mais avec la volonté et l'envie, et maintenant que je connais ce que je fais, l'expérience, je me dis, pour schématiser, voilà, tu vas payer entre 15 et 20 000 euros un loyer. Quand tu vas te poser pour 10 ans. Tu vois? Donc, c'est cinglant. 20 000 euros par mois pendant 10 ans. La question est vite répondue, comme dirait l'autre. Ça fait 2 millions. Donc, se casser la tête pour trouver les financements et prendre le risque qu'il faut pour être propriétaire, je pense que le jeu, il en vaut la chandelle. C'est pas donné à tout le monde. On vient pas à la banque avec même le background qu'on a. Bonjour, vous auriez pas 3 ou 4 millions à me dépanner? Vite fait. Il s'agirait de développer mes ambitions. Un petit jeu de ballon. En CFA, ça passe tout seul. Hein. En CFA, ça passe tout seul, effectivement. Ouais. Mais on est en euros. Ouais. Les gars, est-ce que je nous pose la question à tous, mais quand je nous entends et quand je nous connais, et comme je nous connais, est-ce qu'on pourra se satisfaire? Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Et tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que l'homme est un être insatisfait. Ouais. C'est tout. C'est-à-dire que quand t'as quelque chose, tu marches, tu veux un vélo. Une fois que t'as le vélo, tu veux la voiture. Une fois que t'as la voiture, tu veux la fusée. Je te la t'as fais compris. courte. Je vois que la fusée est sur le la bateau, Lune, le tu jet, regardes etc. Mars. Et en fait, tu te satisfais. C'est des paliers. T'as ça, ok. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je peux aller chercher d'autre? Et quand... Et ça, vous pensez que c'est une nature ou bien c'est... Non, pour moi, je pense que c'est effectivement, il a raison, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais par contre, je ferai un parallèle avec la faim. Tu vois. Est-ce que tu as vraiment faim? Ou est-ce que tu viens de manger, t'as pas laissé le temps à ton cerveau de se dire, tiens, je suis rassasié. Tu vois. Et en fait, c'est parce qu'on va vite, je pense, qu'on n'a pas le temps de célébrer toutes ces petites victoires là, tu vois, de se dire, tiens, j'ai un entrepôt, j'ai un Five. Ouais. Dans mon Five, on fait aussi des mariages, on enregistre des podcasts, et il y a des églises, il y a des pasteurs qui viennent. C'est incroyable. Qui viennent célébrer. C'est quand même formidable tout ça. On a dit que le foot était une religion. Donc ouais, c'est juste que je pense on prend pas le temps parce que justement on est dans ce sentiment d'urgence et qu'on est en mission. Tu as parlé de ton parcours, l'envie de faire briller la famille, etc. On se met des objectifs incroyables. Non, et même les petites victoires, qui sont des grandes victoires pour certains, on les célèbre pas. En fait, souvent, c'est ce qu'on me dit souvent. Les gens qui partagent ma vie me disent, mais en fait, je sais pas, kiffe. Ouais. T'as ça. Ouais. Profite. T'es pas content. Et en fait, quand je dis, si, ça va. Mais. En fait, mais le plus important, c'est ce qui arrive après le mais. On peut encore aller chercher, tu vois. Ouais. Je pense et ça, qu'il c'est y a... dans la mentale de mon père. Mon père disait, ouais, t'avais 12, il disait, tu pouvais avoir 15, t'avais 15, t'avais 20, t'avais 18, t'avais 19. Il avait toujours ce truc de... T'avais 20, il allait voir l'éducation nationale pour faire passer les notes à 25. Ouais, limite, hein. Limite, tu pourrais même avoir un point de bonus, même si qu'est-ce que à ça 20, veut dire, tu vois. ça? Parce que, bon, le 20, c'est une note, mais quelle est l'appréciation fondamentale qui se cache derrière cette note? C'est toujours le fait de se challenger, en fait. Ça fait penser aux anecdotes de Thierry et son père. Ouais, c'est ça. Il disait, ouais, j'ai mis Viry-Châtillon. J'ai mis 6 buts, Viry-Châtillon, je sais pas où, là. Il me décortique toutes les actions que j'ai ratées dans le match, alors que j'ai mis 6 buts, quoi. Ouais. Oui. Mais parce que c'est la philosophie de l'excellence. Ouais. C'est pas l'excellence, c'est la perfection. C'est la perfection. La perfection. Ça, C'est-à-dire que tu... Mais ça, c'est un piège, ça. C'est le piège. Et moi, c'est pour ça que j'essaie de me dire, arrêtons-nous à l'excellence. Jamais. Parce que la perfection, tu vas pas la toucher, qu'on quoi. n'a pas. Mais je pense qu'il y a dans le fait de se satisfaire, je parle vraiment de nos profils, hein, parce que je nous connais bien pour le coup, mais je pense qu'il y a la peur de crever, tu vois. Non, mais je te dis sérieux, c'est que je pense le jour où on sera plus animé par l'envie d'aller au-delà,
il va y avoir ce sentiment. On sera mort. Bon, c'est que c'est une peut-être mort, bientôt la fin. Les gars. Non, mais de toute façon, c'est ça, quand tu bouges plus en général, Je te jure, c'est pas, mort. c'est pas, c'est pas bon signe. Et on s'ennuie, en fait. C'est simple. Moi, il y a rien de pire pour moi que l'ennui. Mais moi, je retiens bien ta phrase des gens qui t'interpellent pour te dire de kiffer, tu vois. Ouais. Parce que ça, c'est un truc, et c'est des profils, hein, mais moi, je me reconnais beaucoup là-dedans, c'est se complaire un peu dans la souffrance, tu sais. C'est-à-dire, il faut que je souffre pour vivre, tu vois, pour me sentir vivant. Faut que ce soit dur, faut que ce soit difficile, tu vois. Mais c'est la valeur travail, c'est ça, en fait. Hein. C'est la sueur, tu vois. Mais je pense que c'est bien de sortir aussi de ce schéma-là, de s'accorder en tout cas des moments où tu te dis, ce que j'ai fait, c'est bien, d'être un peu plus bienveillant envers soi-même, tu vois. En fait, moi, j'arrive pas à faire ça parce que je me dis que si je commence à me regarder et à regarder ce que j'ai accompli, bah, je vais me dire, ouais, ça y est, je peux arrêter là. Non, Je non, pense parce pas. que derrière, tu vas te dire, là, je suis fier de moi aujourd'hui, Bakary, 40 ans, Ouais. et à 50 ans, il faudra que je sois encore plus fier, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça. Donc, tu t'arrêtes là. Non, donc, non, ce que je te- Non, ce mais que je te il y dis, a la retraite, quand même. Tu vois? il faut La retraite, tu te dis, je me pose, et voilà, je suis maintenant. posé. Il veut rien savoir, le il frère. va rien savoir. Il veut rien savoir. Bah voilà, Bon, vous on avez aura vu à essayé. quoi ça ressemble. On aurait essayé. Non. Heureusement qu'il y a plus rien dans la canette, sinon il m'aurait servi un verre. En fait, je te jure, tant qu'on peut, en fait, tant que faire se peut, faut avancer. Parce qu'on sait pas de quoi demain il fait. Et peut-être que la vie va nous contraindre à arrêter, Ouais. sans qu'on le veuille. Ouais. Et je veux pas regretter, et Non, je veux mais pas je avoir me- de regrets. En mode, Je me reconnais dans cette j'aurais obsession pu, de j'aurais battre le temps, parce qu'effectivement, Là, le temps, il est contre quand nous. tu te rends compte que c'est la denrée que tu ne maîtrises pas du tout, l'argent tu peux le générer, mais le temps, jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'on n'a pas été sur Mars, vas-y, on est sur la Terre encore. 2035, c'est annoncé Ouais. la première expédition sur Mars. On va les laisser aller d'abord. On vise la Lune pour atteindre les étoiles, pas loin. Déjà qu'on arrive à faire les JO, C'est et ça. après on verra. Après, on verra. Mais non, mais en tout Si cas, vous écoutez ce podcast après les JO, bah, j'espère que tout s'est bien passé. Ouais, je pense que ça va être foireux ce truc-là. non, ça va le faire. Ils vont essayer de bien le faire en tout cas. Mais tu vois, je pourrais retransmettre par exemple quelques disciplines Ah, ben voilà. Dans des ton JO, deuxième entrepôt. dans Inch'Allah, si Dieu veut. Mais voilà, non, mais je pense que mais de toute façon quand on est entrepreneur, c'est ça qui nous anime en fait. On a toujours envie d'aller plus haut, plus loin, plus fort, de scaler. Quand on dit scaler, c'est de développer, de multiplier les. T'as vu comment il a raccroché ça au JO? Toujours. Bah, c'est le fort. sport, je suis dans le sport. Ouais. Donc, Un communicant, vous avez dit. Il est trop fort, il est trop fort. on essaye quand même. Et donc voilà, mais en tout cas, force à tous les entrepreneurs. Parce que Ouais. le parcours est long, semé d'embûches, Et magnifique. Oui. mais magnifique. Et magnifique. Voilà. Et tout ce qui est important, c'est ce qui est après le C'est nez. tout ce qui vient après le mec. Putain, ça, c'est une sacrée punch. C'est ça. une punch. Hein. Et quand tu vas l'analyser, tu vas voir que à chaque, il est cool, mais On retient pas le début. on de la retient phrase. pas le début de la Ce qui est phrase. important, c'est ce qui est après le nez. C'est ce qu'il y a C'est toujours après le mec. Tu sais qu'en plus, on doit extraire des punchlines là, pour faire un peu de communication. Ah, voilà. On a trouvé là. Le ça. Donc, plus c'est important, le plus important, c'est toujours ce qui vient après le mec. Ah, eh ben, on retiendra ça. Bakary, est-ce qu'il y a des thèmes ou des sujets qu'on n'a peut-être pas abordés que tu voulais aborder en lien avec l'entrepreneuriat ou ton parcours? Non, non. Je pense qu'on a un peu été transversal dans tout ça. La seule chose, je pense qu'il faut retenir, et que c'est la volonté et du courage. Que comme je disais, hein, comme on disait, c'est pas simple. Surtout dans un pays où on est beaucoup dans l'administratif, on est beaucoup dans l'imposition, l'État. Faut envoyer un formulaire pour tout. Voilà. Mais vous découragez pas. Si vous croyez en votre idée, si vous croyez en votre projet, essayez de vous entourer de gens qui vous diront pas c'est pas possible. Ouais. Je te conseille pas. Entourez-vous de gens qui sont dans la même dynamique que vous. Et j'ai une phrase que je dis toujours, c'est qu'une histoire de dynamique de groupe. C'est vrai. On peut en attester. C'est une histoire de dynamique de groupe. Si tu trouves des gars qui sont dans la même dynamique que toi, bah, vous allez vous soutenir, vous allez avancer. C'est comme The ça. world is yours. The world is yours.
Karim, merci infiniment d'être venu apporter ta contribution à ce podcast. Merci pour l'invitation. Merci pour le parcours, pour le récit. Et bien, on incite les gens qui se reconnaîtront, qui ont ton profil à foncer tête baissée, de pas se cantonner à la porte fermée, de regarder s'il n'y a pas une fenêtre ouverte. La petite lucarne. Et pour ceux qui ont besoin de plus d'analyse ou autre, de laisser de temps à autre peut-être l'opportunité à ce type de profil, soit rentrer en eux, soit de s'entourer, en effet, comme le disait Sergio, tout à fait, de ces personnes qui peuvent apporter un peu de sagesse. Ouais. C'est l'épisode Barry White, les voix graves. Là. Putain, ça va être marrant à mixer, ça. Depuis tout à l'heure, mes oreilles sont en train de chauffer. Je sais pas qui va mixer, mais... On va déléguer. Nice. Non, c'était super cool. J'avais hâte et besoin de comprendre un peu mieux ton parcours entrepreneurial, même si je connais l'homme. Et ça me fascine encore plus parce que oui, le gars ne voit pas les risques, quoi. Il fonce. Non, si, on voit les risques, mais on n'en tient pas rigueur. Ouais, on verra après. C'est fort. On a besoin de. Faut aller vite. Le temps joue contre nous. Faut aller vite sans trop aller vite. Faut mesurer sans trop mesurer. C'est un peu la balance de l'entrepreneuriat. C'est ça, quoi. Si tu réfléchis trop, t'avances pas. Tu loupes des opportunités. Si tu fonces trop, tu vas des fois dans le mur alors que il fallait juste relever un peu la tête, freiner un petit peu. C'est une histoire de dosage, en fait. C'est ça. Ça sonne comme un mot de la fin, ça, non? Ça sonne totalement comme un mot de la fin. Les amis, merci beaucoup. Les auditeurs, écoutez, maintenant vous avez votre job à faire, on a livré le nôtre. Mettez les 5 étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous allez écouter ce podcast. Parlez-en autour de vous. Si vous avez des amis entrepreneurs ou d'autres qui se posent tout un tas de questions, n'hésitez pas à en parler, ça fait toujours du bien. Et abonnez-vous sur toutes les plateformes. Mettez des commentaires, faites fonctionner les leads à fond. Sinon, on arrête tout. Vous êtes prêts? Non, vous êtes bien parti. Vous êtes bien parti, c'est bien. Et puis c'est bien de libérer la parole et que les gens le petit entrepreneur qui est dans le fond de son garage et qui sait pas trop comment s'y prendre devienne peut-être le Steve Jobs de demain. Pourquoi pas? Mais on prend les dividendes, nous. Hein. On prend les dividendes. N'hésitez pas, on s'associe à toute forme de projet. Faut parler, faut communiquer, faut se faire connaître, et il faut être déterminé, ne rien lâcher. C'est ça Karim, merci. Merci à vous pour l'invite. Les amis, on est forcément amenés à se revoir. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.